Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Vous êtes député du MoDem, vous êtes député des Hauts-de-Seine et vous avez été un des députés français au Parlement de Strasbourg. Vous êtes un ancien député européen, aujourd'hui député... Près de 20 ans parlementaire à Strasbourg. Alors quel regard est-ce que vous portez sur cette campagne électorale? Écoutez, je suis à la fois très rassuré par un certain nombre de choses. Pour la première fois, l'organisation la distribution des forces politiques est cohérente avec les enjeux européens. Traditionnellement, on avait une droite divisée sur l'Europe contre une gauche divisée sur l'Europe, ce qui donnait des discours complètement incompréhensibles. Là, on a vraiment, et ça le président a raison de le rappeler, une polarisation autour de l'enjeu européen. On a vraiment, autour de République en marche, MoDem, on a vraiment des choix assez clairs en faveur d'un renforcement de la cohésion européenne, en faveur d'une économie ouverte et régulée, en faveur de la sécurité collective, en faveur du respect des droits fondamentaux assortis d'une organisation aux frontières supranationales assez forte. Et ailleurs, du côté du Front National, on a un choix qui est vraiment contraire et qui a assez bien résumé, je dois dire, l'affaire autrichienne, où on a vu un gars qui était à la fois mafieux, soumis aux Russes, et partisan quand même d'une logique autoritaire. Donc le vice-chancelier qui était le leader du FPÖ. Bon. Et au milieu, on a deux partis qui sont le parti LR, Bellamy, et puis les socialistes qui sont écartelés. La gauche parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent vraiment accepter une logique d'économie de marché, la droite parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent accepter vraiment une logique européenne. Entre Juppé et Wauquiez... Vous trouvez qu'ils sont très différents Je reprends la longue liste de ce que vous avez donné comme caractéristique à l'engagement de la liste Loiseau/Macron. Bon, on y retrouve à peu près partout des engagements des Républicains, non? Non, les Républicains sont complètement divisés. L'exemple parfait, c'est le vote sur Orban. Ils sont divisés en trois, ceux qui ont voté pour Orban, ceux qui ont voté contre et ceux qui sont allés faire pipi. Donc c'est quand même la marque. Vous n'avez pas entre la logique très conservatrice de M. Bellamy et une logique beaucoup plus ouverte de M. Danjean, vous avez vraiment les deux variantes. De même dans le parti, vous avez quand même Wauquiez. Moi j'ai fait beaucoup de débats avec Laurent Wauquiez. Il était sur des positions très anti-européennes. Évidemment, Alain Juppé, c'était le contraire. Donc il y a un problème de choix, et là on va le voir, parce que l'un des enjeux, parce que je vous ai dit que j'avais des raisons d'être satisfait, mais j'en ai pas énormément. Il n'y a pas que ça, parce que l'absence de mobilisation est quand même terrible, et je ne crois pas que ce soit un problème spécifiquement européen. On a déjà vu au présidentiel une réduction au second tour, une réduction de la participation. Je crois qu'il y a une énorme difficulté des opinions européennes et de l'opinion française en particulier, à se mobiliser sur des grands enjeux collectifs. Je crois que les gens ont tendance, c'est toute la signification des Gilets jaunes, à se replier sur ce qui les intéresse directement, leur portefeuille, leurs impôts, ou alors, quand ça intéresse les autres, faire payer un peu plus aux riches, un peu plus aux riches, donc une morale un peu de ressentiment, mais l'idée, et on voit bien, plus c'est petit, plus la solidarité est active. Et donc voter pour quelque chose qui apparaît qui est très grand, très grand, trop loin. Or, en même temps, on voit que c'est quand même quelque chose. On voit que depuis 10 ans, depuis 2015, depuis que Tsipras a choisi l'euro, on voit que le noyau dur de l'Europe résiste. Et l'euro, je le rappelle, c'est la plus fédéraliste des institutions. Et pour l'essentiel, l'euro n'est pas remis en cause par aucune des listes, en tout cas qui dépasse les 3 ou les 5%. Il n'est pas remis en cause, il est même conforté. Or, je le rappelle, la BCE, pourquoi ça marche? La Banque centrale européenne. Pourquoi ça marche, l'euro, dans l'esprit des gens? Parce que la Banque centrale européenne qui en est en charge délivre des actions. On voit qu'elle mène une politique, bonne ou mauvaise, ça dépend, mais c'est une politique active. Ce que l'opinion n'accepte pas, c'est cette Europe impuissante. Et donc, de ce point de vue-là, l'accent n'est pas suffisamment mis là-dessus, c'est une grande différence. Il faut effectivement renforcer l'effectivité de l'Europe. Quand on parle de déficit démocratique, ce n'est pas le démos, l'origine populaire des institutions qui est en cause, c'est le kratos, c'est-à-dire l'efficacité. Les gens voudraient savoir à quoi ça sert et ce que ça fait. Et ils voudraient en voir les conséquences pratiques. Oui.
Qu'est-ce qui se passera au lendemain de ces élections européennes? Je veux dire lundi matin, non pas en France, on va en dire un mot, mais là-bas, à Strasbourg, à Bruxelles. Le parti La République En Marche et la liste Nathalie Loiseau ne fera pas partie probablement d'un groupe majoritaire à l'Assemblée. D'ailleurs, ça n'existe depuis très longtemps. Quelles alliances allez-vous chercher? Écoutez, je crois que c'est assez simple. Jusqu'à présent, le Parlement européen était gouverné par un duopole qui était le PPE et les socialistes. Les sociaux-démocrates. Bon, aujourd'hui, les deux ne forment plus du tout à eux seuls la majorité. Il faut évidemment qu'ils restent partie prenante. Vous n'imaginez pas qu'on va faire l'Europe sans le parti de Mme Merkel. Et donc on va faire une majorité. Ce qui se fera, ça sera un peu complexe, mais ça se fera. On va faire une majorité quadripartite, si je puis dire, avec le PPE, qui est quand même très divisé, parce qu'il est partagé, je dirais, entre libéraux et conservateurs catholiques. Mais la droite, le centre, alors vous dites le centre, les macroniens, etc., tout le monde a le crédit d'une augmentation d'effectifs très importante qui devrait le placer, d'après ce qu'on dit, au-delà de 120, 130 membres. Les socialistes qui remontent, et on voit bien les résultats escomptés, enfin des sondages en tout cas aux Pays-Bas, c'est spécial le Pays-Bas parce que le candidat socialiste est socialiste, et le candidat à la présidence de la Commission est un socialiste néerlandais. Enfin, ça remonte, il y a l'Espagne qui a remonté, et puis les Verts. Et puis les Verts. Et donc on aura une espèce de une pizza 4 saisons, mais ça a toujours été majorité à ce point-là. Écoutez, mais vous n'avez pas faire l'Europe en opposant la droite et la gauche, en opposant le nord et le sud. Pourquoi ? Il peut y avoir des politiques. On a entendu pendant cette campagne, le mot qui est revenu le plus souvent, c'est non à l'Europe libérale. Bon, et tous ces gens-là vont travailler ensemble demain avec cette Europe dite libérale? On a dit non à l'Europe libérale parce qu'on aime bien les slogans creux et vides. L'Europe, on voit très bien ce qu'elle est actuellement. Ça a toujours été cité. 6% de la population mondiale, 22% de la production mondiale, 44% des dépenses de protection mondiale. Donc si c'est ça le néolibéralisme, beaucoup de sociodémocrates peuvent s'en accommoder. Bon, en France, qu'est-ce qui va se passer? En France, moi je crois que le président a eu raison de polariser entre les deux forces, parce que ce sont elles, la liste Renaissance et le... Oui, j'aime pas, je ne suis pas totalement d'accord avec les mots, mais c'est quand même ça fond, parce que je crois qu'il y a une dimension conservatrice. Il a eu raison. Oui, il a eu raison de polariser. Ça n'a pas payé, hein. On verra. Même au contraire. Bon, on verra. Là où je trouve que ce qui ne va pas, c'est d'assimiler ça à un nouvel épisode de la campagne présidentielle. C'est pas du tout ça. La vraie logique, c'est de savoir si, dans le Parlement européen et en France, ceux qui sont partisans de l'Europe, qui disent assez simplement, nous n'avons jamais été aussi seuls, nous n'avons jamais été aussi menacés par un ensemble de forces, nos alliés ne sont pas nos amis, ce qui est quand même grave. Les Russes sont redevenus agressifs. Les Chinois ont coupé la démocratie, ont arraché le capitalisme à la démocratie. Et on a le front islamiste. Donc on est entouré de très grands défis. Soit on les relève ensemble, soit on ne les relève pas ensemble. C'est ça le véritable enjeu. Si vous voulez, il y a un enjeu Stevenson, le trésor, l'île au trésor. Quel est le trésor européen? Et il y a un enjeu Démosthène. Les cités grecques vont-elles être arrivées au combat du XXIe siècle, séparées les unes contre les autres? C'est ça les deux enjeux. Moi, je pense que de toute manière, on va avoir un Parlement européen qui, j'espère, va contenir la vague populiste et qui va construire ce qui a toujours été le cas des grandes réussites européennes, c'est-à-dire un point d'équilibre entre une revendication d'égalité, de solidarité incarnée par une social-démocratie qui accepte l'économie de marché et des chrétiens démocrates qui sont pour une société solidaire et des libéraux qui sont pour une économie de marché dynamique et créative. Je crois qu'il n'y a aucune raison que sur tout cela, nous nous opposions. L'Europe est une démocratie de négociation et pas une démocratie de confrontation. Mais la bonne démocratie est toujours de négociation. Merci Jean-Luc Bourlanges.